Ce que je veux, c'est surtout pour ma famille. Parce que moi, c'est pas que je vais me délaisser, mais disons que mes filles et ma femme encore, ils ont un avenir à construire. Donc, en termes de consommation, ça serait plus pour elle que j'irais que pour moi. Actuellement, sans porter de jugement de valeur, c'est la sphère des activités marchandes qui permet de définir en grande partie que penser et quoi faire. Mais est-ce toujours valable pour les patients condamnés à une espérance de vie limitée? C'est pour cela qu'avec Rosalie, Élise, Angèle et enfin Claudia, nous nous sommes demandé comment les personnes atteintes d'une SLA consomment. La maladie de Charcot, qu'est-ce que c'est? Également connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, SLA est une maladie neurodégénérative progressive et incurable qui touche le neurone moteur qui a pour fonction de contrôler les muscles volontaires. Mal connue du grand public, nous recensons actuellement 8000 patients en France. Ces patients ont une espérance de vie très limitée. Nous allons à présent échanger avec Christophe Coupé, psychologue au centre SLA de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je m'appelle Christophe Coupé, donc je suis psychologue clinicien et docteur en psychologie donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, au centre SLA et au réseau SLA de France depuis 2005 maintenant. On aimerait vous poser quelques questions. Comment les habitudes de consommation évoluent au regard du caractère incurable de la SLA? La plupart des patients m'ont appris que, passé le cap du choc reçu au moment de l'annonce diagnostique, ils arrivent à finalement se recentrer sur l'essentiel et savoir profiter de l'instant présent et de se dire, voilà, le temps qu'il me reste, quel qu'il soit, il faut que j'en fasse quelque chose d'optimal. L'idée, c'est de pouvoir ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, pouvoir condenser un petit peu sur un temps plus réduit de quelques mois à quelques années, l'ensemble des projets d'une vie en fait. Quel est l'impact du regard des autres sur l'image de soi lorsqu'on est atteint d'une SLA? Effectivement, cette maladie finalement modifie l'image du corps à travers la fonte musculaire, la perte de la possibilité de communiquer oralement qui peut s'installer peu à peu de manière progressive, et du coup, le regard des autres change. C'est très très marqué lorsque les patients ont une atteinte bulbaire et avec une difficulté à articuler, donc provoquant une parole un petit peu ébrieuse. Il n'est pas rare parfois que des gens qui ne connaissent pas les personnes touchées aient l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a bu en fait, qui est en état d'ébriété. Et donc du coup ça renvoie à une image très dévalorisée d'eux-mêmes et ça peut conduire certains patients justement à se replier sur eux-mêmes et rester chez eux, ne plus sortir, ne plus aller au restaurant. Grâce à son expertise de la SLA, le docteur Coupé nous a fait prendre conscience de la diversité des comportements de consommation pouvant exister après le diagnostic d'une maladie incurable. Rendons-nous chez Lucille, une ancienne aidante. Lucille. Bonjour Élise. Donc tout d'abord, quel est votre rapport à la maladie de Charcot? Alors écoute Élise, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans, je t'aurais dit que je ne savais pas ce qu'était la maladie de Charcot. Aujourd'hui, je suis assez au fait de cette maladie puisque j'ai accompagné Luce, mon ancienne voisine, durant sa maladie, avec ses premières difficultés à se mouvoir, à se déplacer, jusqu'à sa mort il y a 2 ans. Pendant combien de temps vous êtes-vous occupée de Luce? Pendant 3 ans. Les premiers signes à sa mort, le jour de Noël, en décembre il y a 2 ans. Je l'ai accompagnée dans son quotidien, j'étais extrêmement proche d'elle. J'allais lui faire ses courses, je lui lisais des livres, je passais tout simplement la voir et on discutait au début et effectivement l'évolution de la maladie il est de plus en plus difficile de discuter, donc c'est plutôt moi qui parlais et elle qui m'écoutait, mais je voyais à son sourire, à ses yeux qu'elle comprenait et qu'elle appréciait ce que je lui racontais. C'était une personne extrêmement indépendante qui n'avait jamais été mariée, qui n'avait pas d'enfant. Donc qui était très entourée par des amis. Donc on était 5 ou 6 personnes autour d'elle très proches à se relayer et à essayer de lui rendre la vie meilleure, puisque le principe de cette maladie, c'est que progressivement, ses muscles s'arrêtent de fonctionner. Effectivement, le dernier muscle qui s'arrête de fonctionner en général, c'est le poumon. Comment son mode de vie a-t-il changé au regard de la consommation?
son mode de vie a changé drastiquement au regard de sa consommation. Elle avait très envie toujours d'aller dans tous les coins de Paris pour tester de nouveaux produits. Elle adorait la bonne chair, elle adorait aller au restaurant. Et donc du coup, elle a eu envie de continuer de pouvoir manger comme elle avait envie de le faire, et en même temps elle ne pouvait plus choisir ses produits. Donc c'est ses amis qui nous déplaçons pour elle pour aller chercher ses produits. Donc elle était complètement dépendante, et en même temps elle avait envie de pouvoir continuer à se faire plaisir à travers la nourriture, des vêtements qu'elle avait envie de porter. Donc du coup cette maladie induit une dépendance totale. Donc ça a été effectivement extrêmement dur. La dernière année, je dirais que elle mangeait uniquement par plaisir. Quel était l'état d'esprit de Luce après son diagnostic? Luce était quelqu'un d'extrêmement combatif. Elle s'est battue jusqu'au bout. Déjà, elle a voulu vivre, même quand vivre était vraiment devenu extrêmement compliqué. Pendant 6 mois, elle pouvait plus parler. Elle avait encore envie de faire la fête. Donc, on avait organisé pour elle une fête, tous ses amis, sa famille, son frère, autour de son lit. Et nous, on mangeait ce qu'elle avait envie qu'on mange, en fait, parce que toujours ce rapport à la consommation, à la nourriture, et elle voulait décider. La dernière fête qu'on a fait pour elle avait décidé du menu que nous, on devait manger, qu'elle ne pouvait plus avaler elle. On avait fait la fête en mangeant pour elle ce qu'elle aurait aimé elle manger. C'était ça, Luce, ne pas se laisser gagner par cette maladie. Dans chaque individu, il existe une distance entre le moi véritable, qui je suis, et le moi idéal, qui je veux être. Les individus, ayant un écart important entre le soi réel et le soi idéal, sont attirés par les consommations susceptibles de combler le vide. Nous nous sommes rendus à Chatou afin de recueillir le témoignage de Lénie, atteinte d'une SLA. Bonjour Lénie, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Donc, je me présente, je suis Lénie, j'ai 60 ans, j'étais chauffagiste de métier. Il y a 4 ans, j'étais donc atteint de la maladie de la SLA. Y a-t-il eu des changements dans votre manière de consommer avant et après l'annonce de votre diagnostic? Donc, avant le diagnostic, donc je consommais, c'est-à-dire que j'étais un consommateur de sport, entre autres. J'aimais le restaurant, bien sûr, en famille avec une fille ou des amis. Et aussi, je suis gourmand et j'adorais faire la cuisine. Donc maintenant, c'est ce qui m'est impossible. Donc aujourd'hui, je ne peux plus faire la cuisine. Je ne peux plus, malheureusement, faire de sport. Je ne peux plus faire mes courses. J'adorais aller sur le marché faire mes petites courses. Donc, pour moi, consommer, ça devient assez difficile. Est-ce que y a une certaine perte d'appétit aussi? Oui. Oui. Alors, une perte d'appétit parce que je peux plus lever mes bras. D'accord. J'ai un appareil pour manger. C'est-à-dire, j'ai un bras robotisé qui me sert à manger. Mais le fait que vous êtes dépendant pour manger, eh ben, vous mangez moins parce que vous êtes pas, c'est pas vous-même qui vous alimentez. D'accord. Donc, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu du poids. D'accord. J'ai perdu 10 kilos. Et donc, aujourd'hui, vous avez donc votre femme J'ai ma femme qui est à la maison. D'accord. Et moi, j'ai 2 grandes filles. J'ai une auxiliaire de vie qui vient à la maison. D'accord. J'ai une auxiliaire de vie qui vient à la maison parce que je peux pas me laver. Le fait que je peux plus me servir les bras, je peux plus m'habiller. Tout ce qu'il y a dans la vie courante, je peux plus le faire. Mon auxiliaire de vie vient le matin, elle me lave et elle m'habille. Donc ça, c'est 3 fois par semaine. Quand vous avez un handicap, comme je disais précédemment, c'est qu'avant j'étais valide, la maladie est arrivée, c'est que indirectement par rapport à cette société, vous avez l'impression de ne plus faire partie de ce groupe. Vous avez une sensation d'être un peu à l'écart. C'est un ressenti que moi-même j'étais certainement aussi avant quand j'étais valide. C'est que je faisais peut-être pas attention aux handicapés. Et on en prend conscience, c'est vraiment qu'on est atteint. Au niveau du regard, c'est vrai que on a des regards à l'extérieur, surtout avant quand j'étais au restaurant. C'est que les gens me voyaient le manger, et je mange très mal. Le fait que j'avais moins de mobilité au niveau de mes bras, de mes mains. Et donc le regard, c'est vrai que c'était un regard qui était pour moi qui était gênant. Parce que j'avais honte. Au début, j'avais honte. Maintenant, ça me fait plus rien, au contraire. Je vais mettre en valeur mon handicap. Je vais pas m'exhiber constamment à me dire je suis handicapé, c'est pas ça. Et dans ma nature de tous les jours, je veux pas cacher que je suis handicapé. Parce que maintenant, c'est pas que j'en suis fier, je veux démontrer que, en étant handicapé, on a le droit d'être comme tout le monde. C'est-à-dire que, on a le droit d'être dans une société où on peut consommer comme tout le monde, on peut faire du sport comme tout le monde, on peut aller faire son marché,
on peut faire ses courses, on peut faire un tas de choses. Et ça, il faut que ça soit accepté. Pour moi, la maladie, ça n'a pas arrêté. La maladie est incurable, c'est dégénératrice. Bon, ça, je suis très bien. Je suis positif. C'est-à-dire que j'essaie donc de faire du bénévolat, ce qui m'apporte beaucoup. Et puis, je donnais une image à ma famille plutôt positive, parce que si je suis négatif, je vais rendre triste. Déjà, je vais rendre triste avec la maladie, ce qui est dur à gérer. Et si donc plus je suis négatif, bon, on vit plus. Je suis positif, donc pour eux déjà avant tout, pour moi aussi, et ça me permet d'avancer d'être debout, et ça me donne de l'énergie. Ça me donne de l'énergie. Donc c'est important, c'est hyper important. Et c'est important, c'est surtout aussi, pour moi qui est primordial, c'est d'aider. En termes de consommation, donc ça serait plus pour elle que j'irais que pour moi. Il est certain que moi, il faut un certain confort aussi. Demain, j'aurais besoin certainement d'un fauteuil roulant. Donc j'aurais besoin de matériel justement de consommation. Donc après, moi, ça sera vraiment ce qui est nécessaire. Après que moi, je puisse me déplacer, que je puisse parler, que je puisse communiquer, pour moi, c'est déjà beaucoup. Même si c'est dur, mais ça le fait. C'est positif. Si pour la plupart des personnes, l'apparition d'une maladie dégénérative telle que la SLA peut être uniquement synonyme de la fin de toute envie, Luce et Lénie nous ont appris que consommer et se faire plaisir reste avant tout un moyen de continuer à vivre intensément, envers et contre tout, pour eux et pour ceux qui les aiment, en les accompagnant sur le chemin de cette maladie. Le dernier mot aussi, c'est que je voulais aussi, c'est remercier surtout l'association ARSLA, qui aide beaucoup les malades, qui est indispensable. Je tiens vraiment à la remercier.